Bonjour à toutes et tous et merci donc de votre présence pour cette table ronde sur la qualité de l'emploi en France. Alors peut-être je vais simplement brièvement introduire la thématique et puis les intervenants et ensuite donc on aura plusieurs tours de table sur cette question. Donc premier élément peut-être pour introduire un petit peu ce sujet. Donc la qualité de l'emploi et du travail, c'est évidemment quelque chose qui est extrêmement important pour les salariés, pour leur bien-être, mais qui est aussi quelque chose qui est important en termes de performance d'une économie, de productivité. Il y avait une autre table ronde ce matin sur cette question, de santé des salariés. Donc voilà, donc beaucoup d'enjeux autour de ces questions de qualité de l'emploi et du travail. Beaucoup d'enjeux, mais pourtant, on n'en a pas parlé tant que ça dans le courant des 20 dernières années ou 30 dernières années en France, parce qu'on a souvent été plutôt sur la thématique du chômage, de comment lutter contre le chômage, augmenter le niveau d'emploi, et on n'a pas forcément tant que ça parlé de qualité de l'emploi, on y reviendra. Pourtant, donc c'est un sujet extrêmement important sur lequel, malgré tout, donc des travaux se sont développés ces dernières années. Alors à la fois dans une perspective européenne, avec des comparaisons sur la situation de la France par rapport à d'autres pays, on en reparlera, mais aussi en France sur la question de l'hétérogénéité, des différences de qualité des emplois entre les métiers. Donc on a eu des travaux qui se sont développés par exemple suite à la crise sanitaire, qui ont regardé quelles étaient les difficultés particulières que rencontrent les métiers qu'on avait appelés les métiers de la seconde ligne, donc ceux qui ont continué à travailler pendant les confinements, travailler en présentiel et qui ont continué à travailler parfois dans des conditions difficiles. Donc les métiers du commerce, les métiers d'aide à domicile, les métiers des transports, de la sécurité, etc., de la propreté. Donc sur ces métiers-là en particulier, il y a eu des travaux sur les questions de qualité de l'emploi et du travail, mais aussi plus largement sur l'ensemble des métiers. Donc dans le cadre d'un projet auquel j'ai contribué avec France Stratégie, et qui a donné lieu à la publication d'un certain nombre d'indicateurs de qualité de l'emploi et du travail par métier. Donc aujourd'hui, dans cette table ronde, on va revenir sur toutes ces questions, évidemment sans pouvoir faire le tour de l'ensemble des sujets, mais on va essayer de regarder un certain nombre d'enjeux. Comment se situe la France ? Quels sont les facteurs qui expliquent la situation de la France en matière de qualité de l'emploi, dont on va voir qu'elle n'est pas forcément très bonne ? Quels sont les enjeux ? Comment améliorer la situation ? Sachant que voilà, il y a beaucoup de choses devant nous autour de ces questions. Il y a aussi, bien sûr, la question de l'allongement de la durée de la vie active. Si on veut travailler plus longtemps, comme on nous le demande suite à la réforme des retraites, mais il faut aussi que le travail soit soutenable. Et pour qu'il soit soutenable, il faut qu'il soit de meilleure qualité. Alors pour parler de toutes ces questions, donc nous aurons plusieurs contributions dans cette table ronde. Donc d'abord Mathilde Guergoët-Larivière, qui est professeure à l'université de Lille et chercheuse au CLARCET, au Centre d'études de l'emploi et du travail, qui nous parlera notamment de questions de comparaison européenne. À côté d'elle, donc Jérôme Gauthier, qui est professeur à l'université Paris 1 et chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne, et qui nous parlera notamment de questions d'organisation du travail et des conséquences en termes de qualité des emplois. Nous avons ensuite Patricia Ferrand, qui est donc responsable confédérale et vice-présidente de l'UNEDIC et de France Travail à la pour la CFDT. Qui évoquera donc les enjeux notamment aussi de négociation collective autour de ces questions de qualité de l'emploi et du travail. Ensuite, nous avons Sylvain Martinet, au bout à droite, qui donc est chez Apicil, est responsable du développement du capital humain. Et enfin, Michael Zemmour, qui est professeur donc, à l'université de Lyon 2 et chercheur au LIEP. Et qui nous parlera en particulier des questions de politique de baisse du coût du travail et des conséquences qu'elles peuvent avoir en France sur la qualité de l'emploi et du travail. Alors, on va diviser cette table ronde en trois grandes parties. D'abord, une première partie, un premier tour de table où chacune va présenter un certain nombre d'éléments de bilan de la situation française en matière de qualité de l'emploi et du travail.
Et puis ensuite, un second tour de table dans lequel on s'interrogera sur les solutions pour améliorer la situation, les recommandations que l'on peut faire à différents niveaux, au niveau des politiques publiques, au niveau des entreprises, etc. Et puis ensuite, on prendra vos questions, donc que vous pouvez envoyer par SMS au numéro qui est affiché sur la diapo. On prendra vos questions pour un dernier tour de table avec nos intervenants. Alors, donc, je vais commencer par donner la parole à Mathilde, qui va... Oui, pardon, excusez-moi, j'oublie quelque chose d'essentiel. C'est que je suis allée le chercher en plus exprès, dans les contributions qui vont vous être présentées aujourd'hui sont pour la plupart disponibles aussi dans cet ouvrage Que sait-on du travail, qui fait donc un tour très large des questions des enjeux autour du travail, de sa qualité, des questions d'organisation du travail et bien d'autres, d'inégalité dans le travail et l'emploi, etc. Et qui est disponible donc sous ce format, mais aussi en format numérique sur Cairn en particulier, si vous avez accès à Cairn. Voilà, donc on ne peut que vous recommander la lecture, bien évidemment, de cet ouvrage. Alors, et maintenant que j'ai parlé de l'ouvrage, effectivement, j'ai passé la parole à Mathilde, qui va nous exposer la situation française en comparaison européenne. Donc c'est effectivement une contribution qui est directement tirée de cet ouvrage Que sait-on du travail. Okay. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être si nombreux, merci Christine pour l'introduction. Donc comme l'a dit Christine, moi je vais utiliser les 5 minutes qui me sont dévolues pour vous parler de la qualité de l'emploi et du travail en France en comparaison avec ses voisins européens. Donc les résultats que je vais vous présenter, ils sont donc issus d'un des chapitres de l'ouvrage que Christine vous a montré juste avant. Pour revenir déjà sur ce qu'on appelle la qualité de l'emploi et du travail, on peut s'entendre sur le fait que c'est un concept multidimensionnel, c'est-à-dire que ce qu'on va considérer comme étant la qualité de l'emploi du travail, c'est pas juste les salaires ou la rémunération, c'est pas juste le fait d'être par exemple satisfait de son emploi, ça comprend plusieurs dimensions. En tout cas, nous, dans nos analyses, c'est l'approche qu'on retient. Et donc, qu'est-ce qu'on met là-dedans ? On met les salaires, la rémunération, mais on met aussi les conditions d'emploi, c'est-à-dire par exemple la nature des contrats de travail, plus ou moins stables, plus ou moins précaires, les conditions de travail à proprement parler, donc les conditions physiques de travail, mais aussi l'autonomie qu'on peut avoir pour réaliser son travail, l'intensité du travail ou le soutien des collègues ou de la hiérarchie. Quatrième dimension, la question de l'accès à la formation et les perspectives de carrière qu'on peut avoir dans son emploi. Cinquième dimension, le temps de travail et l'articulation entre vie personnelle et vie professionnelle. Et enfin, dernière dimension, la représentation collective, donc la représentation des travailleurs. Donc partant de cette définition, les travaux qu'on a pu réaliser, ils montrent que la France, sur des données récentes de post-Covid, en gros 2021, est dans une position assez défavorable par rapport à ses voisins européens en termes de qualité de l'emploi et du travail. Et notamment, elle est en décalage par rapport à son niveau de richesse. Elle s'éloigne d'autres pays dont elle est historiquement, traditionnellement proche, comme l'Allemagne ou la Belgique, enfin de pays européens continentaux. Et ce décalage, cette position défavorable de la France, elle est particulièrement marquée sur certaines dimensions, notamment la dimension des conditions de travail, justement. Et ça peut être un peu surprenant, d'autant plus que la France n'a pas une structure de l'emploi très industrielle, dont du coup on aurait pu penser qu'en termes de pénibilité du travail, ça serait un petit peu mieux qu'ailleurs, mais ce n'est pas le cas. Et puis, ce décalage de la France par rapport aux autres pays européens, il est aussi marqué sur la dimension formation et perspective de carrière. En revanche, la France est un peu mieux positionnée sur les conditions d'emploi. Donc, c'est lié notamment au fait qu'on a encore des institutions du marché du travail, un droit du travail, par exemple, relativement plus protecteur quand même que dans d'autres pays européens. Et on est aussi un peu mieux positionné sur la dimension du temps de travail et de l'articulation vie personnelle, vie professionnelle. Donc on pourrait se dire que cette situation un peu défavorable, elle est peut-être liée aussi au fait qu'il y a eu la crise Covid. Nous, on travaille sur des données post-Covid. Mais en fait, cette situation défavorable, elle était déjà perceptible avant la crise du Covid, quand on travaille sur des données antérieures. Et ce qu'on voit quand on recule encore un peu plus loin dans le temps, c'est que la position relative de la France par rapport aux autres pays européens, elle s'est plutôt dégradée quand on compare par rapport au milieu des années 2000, par exemple.
Voilà, il me reste encore un petit peu de temps, donc je vais aussi évoquer un autre point qui sera peut-être évoqué dans d'autres contributions, c'est le fait qu'il y a des inégalités aussi en termes de qualité de l'emploi et du travail. Christine l'a évoqué, et on a mené aussi des travaux qui montrent notamment des inégalités selon la qualification des travailleurs. Et nous, on s'est intéressé au fait de savoir si, dans un contexte de transformation technologique, est-ce que quand il y a des innovations technologiques dans une entreprise, est-ce que c'est plutôt favorable à la qualité de l'emploi du travail des travailleurs plus qualifiés ou moins qualifiés? Et ce qu'on voit plutôt, c'est que c'est plutôt plus favorable à la qualité de l'emploi du travail des travailleurs plus qualifiés en termes de salaire, par exemple, ou de stabilité des contrats de travail, et que c'est pas très visible sur les employés et les ouvriers, par exemple. Et puis, ça, je pense que Jérôme en reparlera, mais sur la question des conditions de travail, de l'autonomie dans le travail, ce qu'on sait aussi, c'est que certaines évolutions technologiques, certaines technologies numériques peuvent être aussi défavorables à l'autonomie dans le travail, notamment des salariés les moins qualifiés et des ouvriers, en particulier dans certains secteurs, et c'est lié aussi à des formes d'organisation et des modes de management assez spécifiques à la France, dont Jérôme va certainement vous reparler. Voilà, donc je m'arrête là. Merci Mathilde. Donc, je vais maintenant passer la parole à Patricia qui va donc nous évoquer le contexte politique, le contexte de négociation aussi, dans lequel s'inscrivent ces enjeux de qualité de l'emploi et du travail en France. Alors, je touche quelque chose. Non, là, c'est bon. C'est tout bon. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être aussi présents. Merci pour ton invitation, Christine. Alors moi, je vais avoir un regard, peut-être pas purement d'économiste, parce que je ne suis pas professeur d'économie, mais un regard syndical avec tout un ensemble de pratiques et de réflexions que nous avons, bien évidemment autour des questions de qualité du travail et de l'emploi. Alors quand on me dit quels sont les enjeux primordiaux, je me dis toutes les dimensions qu'a cité Mathilde sont bien évidemment au cœur de nos préoccupations. Non, peut-être d'un point de vue, pour ces 5 premières minutes, d'un point de vue un petit peu plus général, moi j'aimerais insister sur le fait que dans une période de chômage élevé depuis les années 80, je vais le dire, on a surtout eu des discussions autour de la bataille pour l'emploi et qui a souvent occulté les problématiques et les revendications pourtant fortes sur le travail. D'autant plus que l'une des principales solutions qui a été portée par les employeurs, le patronat et les politiques publiques, c'était celle du coût du travail au moment où on entrait dans une concurrence internationale plus forte. Et donc, les discussions et les solutions ont plutôt porté autour des exonérations de cotisations sociales. D'autres, je pense, que moi vont en parler. Mais tout ça pour dire qu'on n'a pas rien fait sur la qualité du travail, sur les conditions de travail, mais c'était beaucoup plus compliqué dans les négociations, qu'elles soient nationales ou locales. Et les avancées ont été un peu plus faibles. On a donc beaucoup parlé emploi d'un point de vue coût, prix, et emploi d'un point de vue volume, beaucoup moins d'un point de vue qualité. Peut-être juste 2 exemples quand même où on a réussi à faire des choses depuis, dans les 10-15 dernières années. 2 exemples qui sont un peu restés au milieu du gué, je dirais. La question de la prise en charge de la pénibilité, avec la création du compte pénibilité individuel, mais créé, raboté, etc. J'y reviendrai si vous le souhaitez, mais aussi du point de vue d'un point de vue plus qualité de l'emploi. Mathilde le disait, peut-être qu'on est un peu mieux situé au niveau européen en termes de sécurité de l'emploi. Cela dit, en France, il y a sur le marché du travail un certain nombre de précaires et de très précaires qui sont toujours les mêmes. Et là, on a la lessiveuse des emplois courts et des contrats précaires. C'est extrêmement
on a vraiment du mal à imaginer, mais simplement, je voulais dire, dans l'intérim, par exemple, qui fait la moitié des créations, enfin, du nombre de contrats signés par an, dans l'intérim, le quart, on parle de 20-25 millions de contrats par an, le quart des contrats d'intérim sont de moins d'1 jour. Il faut avoir ça en tête. Voilà. Quand on parle de contrats précaires, ce sont des moments, pour les personnes, des choses véritablement importantes. Voilà, on a beaucoup parlé prix, on a beaucoup parlé coûts, on a beaucoup parlé volume d'emploi. Nous, on espère imposer aujourd'hui, qu'il y ait une opportunité et imposer dans le débat public la question de la qualité du travail et de l'emploi dans un contexte où le chômage a quand même baissé ces dernières années. C'est un vrai enjeu pour la CFDT, en tout cas de positionner le travail comme le sujet sur lequel il faut avancer. Et je mettrai en évidence trois tons particuliers qui nous permettent un tout petit peu d'espérer. D'abord, je voudrais insister sur le fait qu'il y a eu un loupé magistral au moment de la réforme des retraites. C'est très clair, puisqu'on a tout fait à l'envers. Enfin, quand je dis on, tout a été fait à l'envers, où on a eu une décision unilatérale de recul de l'âge légal, sans se préoccuper en amont de la question du travail. Et quand on discutait avec les personnes au moment de cette réforme, la question qui venait pour tout le monde, c'était « mais comment je vais tenir jusqu'à 64 ans ? Comment je vais tenir ?» Et cette question-là, en tout cas pour la CFDT, elle aurait dû être traitée bien en amont pour, y compris, donner des perspectives, etc. etc. Et s'ouvre ces jours, en ce moment, a lieu une négociation sur l'emploi des seniors, le maintien en emploi des seniors et la possibilité d'aménager les fins de carrière. Bon, elle arrive tard, mais il vaut mieux tard que jamais. Le deuxième temps, les deux autres points que je veux soulever très rapidement avant de laisser la parole, c'est que clairement, il y a eu aussi un bouleversement autour du travail. Certains parlent de rapport au travail, etc., que le Covid a sans aucun doute accéléré. Mais aujourd'hui, en tout cas, les questions de sens du travail, de à quoi je sers, d'articulation vie pro, vie perso, d'organisation du travail, notamment via le télétravail, sont des vraies questions qui sont posées par tout le monde et pas simplement par les jeunes. je le dis. Et dernier point qui me semble aussi créer un espace d'opportunité, c'est que les transformations du travail sont majeures, en cours et à venir, notamment avec le réchauffement climatique, notamment avec la transition écologique, notamment avec l'arrivée de l'IA, etc. Et tout ça, ça change le travail. Ça change le travail parce que quand vous travaillez dans une usine, eh bien, quand il fait 30 l'été, ou 38, c'est pas du tout la même chose. Et donc, on doit penser une nouvelle organisation du travail, on doit penser une sécurité au travail différemment. Et de la même façon, quand interviennent des mutations extrêmement fortes liées aux mutations écologiques ou numériques, par exemple, on va penser l'évolution professionnelle, des nouveaux métiers, des nouvelles compétences qui sont aussi au cœur de ce qu'on appelle la qualité du travail et de l'emploi. On va maintenant passer donc, à Michael Zemmour qui va nous évoquer donc, plus précisément les politiques de baisse du coût du travail et leurs effets possibles sur la qualité de l'emploi en France. Merci Christine de ton invitation. Bonjour à toutes et tous. Donc, ce que Mathilde Gargoat-Larivière vous a dit en introduction, c'est que la France n'est pas terrible en termes de qualité de l'emploi. Elle a des mauvaises performances, et notamment par rapport aux pays de même niveau de richesse, de même niveau de production et de même niveau de productivité.
Et donc, une des questions qu'on se pose en tant qu'économiste, je dis on parce que pour préparer cette intervention, j'ai beaucoup lu mes petits voisins, Jérôme Gauthier, Mathilde Gargoat-Larivière, Christine Herel notamment, c'est qu'est-ce qu'on a fait de mal? Pourquoi est-ce qu'en France, la qualité de l'emploi est particulièrement mauvaise par rapport à d'autres pays? Et parmi les suspects qu'on a, il y a un gros suspect, c'est la stratégie économique de la France, toujours la même depuis les années 90. Et la stratégie économique de la France, si vous demandez de la décrire, il y a plusieurs choses, mais il y a une chose qu'on a fait toujours et de plus en plus et de plus en plus, c'est la politique d'exonération de cotisations sociales, c'est-à-dire la politique de baisse du coût du travail dont vous parlait Patricia Ferrand. C'est-à-dire, en gros, le raisonnement, pour faire très simple, c'est de dire mieux vaut des emplois pas chers, voire des emplois de mauvaise qualité, que du chômage. En France, il y avait plutôt une bonne croissance, une bonne productivité dans les années 90, mais beaucoup de chômage. Et une stratégie qui a été mise en œuvre, c'est de dire aux employeurs, bon, vous ne baissez pas les salaires nets, ceux-là on va les maintenir, notamment le salaire minimum, mais par contre on va payer à votre place les cotisations sociales ou une partie des cotisations sociales qui payent la retraite, le chômage, l'assurance maladie. Alors au début on en a payé une petite partie, puis le chômage était toujours là, donc on a payé une moyenne partie. Et puis encore, et encore, et encore. Aujourd'hui, ces exonérations de cotisations sociales, elles représentent 70 milliards d'euros par an, peut-être même 80, de l'ordre de 2 points de PIB. Alors tout ne va pas uniquement sur les bas salaires, mais c'est quand même particulièrement fort sur les bas salaires. Pour vous donner un ordre d'idée, alors j'espère que je ne me suis pas trompé dans les calculs, Jérôme, mais le SMIC brut, il est à peu près à 1 800 €. Sur un salarié au SMIC à temps plein, il y a à peu près 650 € donnés par l'État chaque mois pour que l'employeur n'ait pas à payer ses cotisations sociales. Et donc on a subventionné les emplois à bas salaire, très très fortement, et ça coûte très cher. Pour créer de l'emploi, est-ce que ça va créer de l'emploi? Ça se discute, probablement pas autant que le prix qu'on les paye. Un peu, mais pas autant que le prix qu'on les paye. Mais par contre, est-ce que ça explique la mauvaise qualité de l'emploi, les mauvaises conditions de travail? Quand je lis notamment Jérôme, qui a lu lui-même beaucoup de collègues, la réponse c'est on a des gros indices que oui. On n'a pas une preuve absolue, mais on a des gros indices que oui. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie qui consiste à encourager les entreprises à créer des emplois pour pas cher. À créer des emplois qui sont pas très bien payés du coup, pas forcément très productifs. Et donc ça peut avoir plusieurs effets qui sont liés avec un emploi de mauvaise qualité. Par exemple, ça va encourager des secteurs avec des emplois de mauvaise qualité à se développer, notamment le secteur de la restauration, plutôt que des secteurs qui vont être plus innovants, monter en qualité. Ça va aussi encourager les employeurs à avoir des contrats courts et à ne pas investir dans la formation de leurs salariés, parce que si vous investissez dans la formation de vos salariés, si vous améliorez le poste de travail, si vous permettez aux salariés de progresser, cette subvention qu'on vous a donnée pour employer quelqu'un à bas salaire, elle diminue. Et donc en fait, on a organisé toute notre économie en ayant peur que le travail soit trop cher. Et ça a orienté en même temps une stratégie vers le développement de l'emploi pas cher et qui est probablement aussi très souvent un emploi de mauvaise qualité. Et donc parmi les facteurs d'explication, il y a de gros indices que la stratégie économique de la France pour lutter contre le chômage a été non seulement très chère, mais elle a aussi nuit au développement de conditions de travail de qualité. Alors, on pourrait même ajouter en plus que du coup, du côté des salariés ou des ménages, on a aussi en plus incité les gens à prendre des emplois qui étaient des emplois mal rémunérés grâce à des dispositifs comme le RSA, la prime d'activité, etc., qui poussent les gens à reprendre à tout prix un emploi, même mal rémunéré. Mais on pourra revenir sur tous ces aspects-là. C'était juste pour insister sur le fait que vraiment, effectivement, on a beaucoup fait dans cette direction-là en France. J'ai passé la parole à Jérôme Gauthier qui va aller donc effectivement davantage vers les côtés entreprise et organisation du travail et les conséquences que ça peut avoir donc, sur la qualité des emplois. Merci Christine. Bonjour à tous, je suis particulièrement heureux d'intervenir ici. Moi je vais parler effectivement de la qualité du travail au niveau des entreprises. Et la qualité du travail, ça renvoie aussi à la façon, Mathilde l'a déjà dit, mais dont on l'organise et dont on va aussi le manager en fait. Et ça c'est une variable qui est assez importante. Et mon point de départ, c'est une étude que l'on a faite avec un collègue suédois en fait, sur un secteur particulier qui est l'aéronautique.
donc qui fabriquent des avions ou les usines qui fabriquent des morceaux d'avions, des pièces pour l'aviation. Et on a étudié l'implémentation, l'introduction d'une certaine forme d'organisation du travail, une certaine forme de management qu'on appelle le Lean. Et le Lean, c'est, pour aller vite, en fait, c'est introduire des formes d'organisation qui sont le plus réactives possible. Il est associé notamment au juste à temps, etc. Et ce qui était très intéressant de notre point de vue, c'était de voir que dans les deux pays, en fait, on appliquait cette forme d'organisation de façon assez différente. Et que aussi bien dans la façon de l'implémenter que ensuite dans de la façon dont elle fonctionnait une fois qu'elle était introduite, cette forme d'organisation du travail. En fait, on avait des différences importantes entre les deux pays. Et en France, on a trouvé un Lean qu'on a qualifié un peu de technocratique. Bon, c'est un terme un peu barbare, mais ça veut dire que aussi bien dans, encore une fois, la façon dont on l'introduit dans la conduite du changement que dans le fonctionnement, c'était quelque chose de très vertical, qui vient d'en haut, qui est pensé d'en haut, qui est imposé en bas, avec très peu de concertation des échelons inférieurs, et qui laisse finalement assez peu d'autonomie aux salariés, y compris à des niveaux relativement élevés, des techniciens, etc., qui se plaignaient de ne pas avoir été consultés. Et alors qu'en Suède, au contraire, on avait une forme à la fois d'introduction et de fonctionnement qui était beaucoup plus participative, qui laissait plus d'autonomie aux salariés et donc qui était assez différente. Ce qui était très frappant en France notamment, c'est que le Lean n'a fait que renforcer quelque chose qui existait déjà, ce qu'on appelle le management par indicateur. C'est-à-dire qu'on fixe des indicateurs chiffrés et on passe son temps à contrôler ces indicateurs. Un chef de département, par exemple, nous disait: moi, mon boulot, ça consiste à être enfermé dans mon bureau et à vérifier 200 indicateurs. Bon. Donc effectivement, alors qu'en Suède, ce management par indicateur, il existe un peu aussi, évidemment, il suit des indicateurs, mais ça revenait beaucoup moins comme quelque chose de très contraignant et de très pesant, notamment dans tout le reporting, etc., qu'en France. Et du coup, alors, ce constat que l'on a fait dans l'aéronautique, en fait, bon, on pourrait dire c'est local, c'est un cas particulier, mais en fait, on s'aperçoit que c'est un constat qui est fait de façon beaucoup plus générale. Je renverrai dans l'ouvrage aussi à la contribution, par exemple, de Marianne Dujarier, qui est une sociologue qui a étudié, elle, dans beaucoup de secteurs et qui parle aussi de ce management à distance. Elle parle aussi des planeurs. Alors les planeurs, c'est pas ceux qui volent, mais c'est ceux qui sont en haut et qui planifient le travail des autres d'en haut, à distance de ce travail, et en mettant en place justement des indicateurs, des procédures, etc. Et puis, on a aussi des enquêtes, et là je reviens aux enquêtes que citait Mathilde, on a des enquêtes aussi où on a statistiquement des résultats qui montrent que l'on a ce problème de manque d'autonomie et de problème de management en France. Dans l'ouvrage, il y a la contribution de Dominique Ménat et Maëlys Bigi, par exemple, et qui exploite deux questions de l'enquête européenne sur les conditions de travail. La question: à quelle fréquence êtes-vous consulté avant que les objectifs du travail vous soient fixés? Bon. Et la seconde question, c'est: pouvez-vous influencer les décisions qui sont importantes pour votre travail? Bon. Et à ces deux questions, qui sont posées donc dans tous les pays européens, la France a des scores particulièrement bas, en dessous de la moyenne des pays des pays de 27, enfin de la communauté européenne. Et notamment sur cette deuxième question, sur pouvez-vous influencer les décisions, elle est très loin des scores, par exemple, de l'Allemagne, des Pays-Bas ou du Danemark, 15 points de pourcentage de moins que ces pays-là. Et puis, on a d'autres exploitations qui ont été faites, notamment des collègues qui ont travaillé aussi dans l'ouvrage, je renvoie alors Coralie Pérez et Thomas Coutreau, sur le sens du travail. Et ils montrent en fait que ce sens du travail, qui mesure de façon assez fine, avec des indicateurs, le sens que l'on donne à son travail et le sens que le travail a pour soi, en fait, il est assez mauvais dans beaucoup de professions en France, et qu'on peut relier ça aussi à des variables qui renvoient au management, aux problèmes organisationnels. Et notamment, il montre qu'il y a une corrélation statistique entre cette dégradation du sens du travail et les fréquences du changement, de fréquences de changement organisationnel qui souvent sont faits à la française, je dirais, c'est-à-dire sans consultation des salariés, avec très peu de consultation des salariés, et puis aussi avec la fréquence. Il montre que le travail a d'autant moins de sens dans les réponses que donnent les individus, que le travail est soumis à des indicateurs chiffrés, donc ce qui confirme aussi ce que l'on a trouvé sur le terrain. Voilà.
Merci Jérôme. Donc on va terminer ce premier tour de table donc avec une présentation de Sylvain Martinet qui est responsable du développement du capital humain chez Apicil et qui va donc nous expliquer un petit peu concrètement ce que sont ces enjeux dans une entreprise. Merci, bonjour à tous. Un petit mot déjà sur le groupe Apicil. Pour les Lyonnais, vous connaissez peut-être, parce que le groupe Apicil, c'est un groupe de protection sociale qui est basé à Lyon, du coup. Donc notre métier, c'est la protection sociale. Donc on vend des contrats d'assurance de protection pour la santé, la prévoyance. On fait aussi des contrats d'assurance sur l'épargne. Et puis on développe aussi des services aux entreprises, justement pour les accompagner, entre autres, mais sur ces questions de qualité de vie au travail. Apicil a une particularité quand même, je tiens à le souligner, c'est qu'on est une entreprise avec une gouvernance dit à la fois paritaire et mutualiste. Donc on ne rémunère pas d'actionnaires et on va dire l'ensemble des résultats que nous produisons soit sont distribués au travers de l'action sociale et qui sont redistribués quelque part à nos clients ou bien réinvestis, on va dire, pour pérenniser cette entreprise dans nos développements. Donc moi effectivement le témoignage que j'apporte, alors s'il y a un autre volet par exemple Apicil, et je voulais le souligner parce que peut-être qu'on en reparlera, on est très engagé sur la question de la diversité et l'inclusion. Engagé parce que c'est quelque chose qui résonne très fort dans notre raison d'être. Apicil, c'est un groupe qui a 85 ans, qui a été sa mission quelque part répond à cet enjeu de partager un risque mutualisé et de faire en sorte qu'on favorise un monde un peu plus inclusif. Et dans cette logique d'inclusion, il y a au moins dans tout ce que j'ai entendu la question de traiter avec, tout simplement en ne traitant pas de discrimination. Alors je pense à ce qui a été évoqué parce que j'ai entendu parler d'inégalité au travers du genre, mais ça peut être aussi au travers de l'âge, au travers aussi des niveaux d'emploi. Donc déjà une entreprise qui se préoccupe de ces questions, elle fait un petit bout de chemin quand même sur ce que peut être la qualité de l'emploi. Et donc le groupe Apicil œuvre sur cette question, pas que en interne, et se donne aussi pour mission de faire évoluer la société là-dessus. Donc très concrètement, elle accompagne des DRH sur des politiques de diversité et inclusion. Maintenant, si j'en reviens à ce que nous faisons pour nous, la question des enjeux finalement au niveau de l'entreprise, donc là on va vraiment rentrer, moi je travaille dans une direction des ressources humaines, développement du capital humain, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on utilise ces termes. Les enjeux en fait sont assez triviaux, mais je vais quand même vous les citer, et je vais le faire à chaque fois que je vais le dire, en le ramenant à en quoi c'est important pour le business en réalité. C'est-à-dire que une de mes convictions, c'est qu'une entreprise ne fait pas du social et à côté fait du business. Elle fait du social parce que quelque part elle pense et ce qu'elle met en œuvre, ça va servir son business. Donc la première chose qui peut paraître évidente, c'est avoir une bonne qualité de l'emploi. La première chose, c'est de répondre à des aspirations de candidats ou des aspirations de salariés. Et donc qu'est-ce que ça fait ? Ça développe l'attractivité ou la fidélisation des collaborateurs. Et une entreprise, jusqu'à preuve du contraire, ne peut pas travailler sans femmes et hommes. Et donc là, ça dépendra des fluctuations, on va dire, effectivement, du marché du travail et des tensions qu'il peut y avoir sur certains secteurs. Mais les entreprises sont parfois amenées, du coup, d'être très séduisantes et d'améliorer leur qualité de l'emploi. Et on peut imaginer que plus le chômage baisse, évidemment, plus les entreprises vont faire des efforts dans la question. En tout cas, la question de l'attractivité est un enjeu qui peut être très très fort. Et dans toutes les entreprises, la plupart, il peut y avoir des métiers en tension et cette nécessité d'être attractif. L'autre sujet est un enjeu qui est aussi important pour ce que nous sommes, groupe Apicil, c'est la question de la santé au travail. C'est-à-dire améliorer la qualité de l'emploi au travail, c'est réduire très simplement, par exemple, l'absentéisme. Et les causes d'absentéisme, on les connaît, ça peut être des accidents, mais c'est majoritairement des arrêts de travail qui sont liés à la santé. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, et ça a été cité précédemment, mais le monde de travail s'accélère et devient plus compliqué. Il n'y a pas qu'une pénibilité physique que les entreprises vivent. Et moi, je travaille dans une société d'assurance, donc je ne peux pas dire que dans notre entreprise, on a une pénibilité physique, mais par contre, effectivement, l'accélération du monde du travail fait qu'il y a au moins des questions sur la santé mentale qui peuvent se poser. Et donc, je veux dire, une entreprise se tirerait dans le pied si elle travaillait pas sur ces questions quelque part. Parce que travailler pour ses salariés, c'est aussi travailler pour les salariés de demain, ou en tout cas, c'est d'une certaine façon contribuer à ce que l'emploi en France soit de qualité. J'ai entendu parler tout à l'heure de la question du vieillissement de la population. Personne n'ignore que la population française et la démographie fait qu'on va avoir une population qui vieillit. Et effectivement, si chaque entreprise ne contribue pas d'une certaine façon
à ce qu'est la qualité de l'emploi. Si elle ne le fait pas pour elle, elle ne le fait pas pour les autres. Hein. Il y a quelque chose de systémique là-dedans, et je pense qu'il y a une forme de responsabilité, et c'est du coup mon troisième point. L'enjeu pour moi, c'est l'enjeu de la responsabilité sociale. C'est-à-dire qu'au-delà de ses propres salariés, la question, c'est améliorer la qualité de l'emploi en France. Et je pense que les entreprises ont un rôle à jouer sur ce qu'est l'emploi en France. Et donc, ça veut dire, alors, de manière très simple, on sait qu'il y a des pressions aujourd'hui de type réglementaire qui vont arriver sur les entreprises. On pense à la CSRD ou des choses comme ça qui vont pousser les entreprises à se poser des questions sur qu'est-ce qu'elles font en matière de responsabilité. Et on sait que les questions d'emploi sont aussi traitées dans ces sujets-là. Mais si je le mets du coup de manière plus... moins réglementaire mais plus business, par exemple, on sait qu'aujourd'hui il y a des exigences quand on répond à des appels d'offres, on nous pose clairement la question comment on traite nos salariés quelque part. Et donc les choix qui sont faits de choisir le groupe Apicil sont aussi faits en fonction de la qualité finalement qu'on a du travail, de nos politiques sociales, et donc d'une certaine façon en ricochet la qualité de l'emploi. Donc puis après, il y a des entreprises qui le font parce que fondamentalement, elles croient qu'elles doivent contribuer à avoir son rôle dans cette responsabilité sociale. Donc voilà ce que je peux dire pour les enjeux de cette question au niveau de l'entreprise. Donc à l'issue de ce premier tour de table, on a un petit peu une idée donc, de la situation de la France en matière de qualité de l'emploi et du travail. Donc vous avez vu du coup avec pas mal d'enjeux et de faiblesses en fait françaises à différents niveaux. Donc maintenant on va revenir sur ces questions, mais avec un angle qui est plus celui de savoir si on a des solutions pour améliorer la situation. Donc en reprenant le même ordre de présentation, donc en commençant par Mathilde, et puis ensuite on enchaînera donc sur un certain nombre de dimensions, y compris des aspects donc en matière de politique publique, mais aussi de pratique des entreprises. Alors n'hésitez pas par ailleurs à poser des questions par SMS, je les reçois, et ensuite on fera un dernier tour de table autour de vos questions. Donc, Mathilde. Merci. Donc, parmi les pistes d'amélioration auxquelles on peut réfléchir pour essayer d'améliorer justement cette qualité de l'emploi du travail qui n'est pas à des niveaux très élevés en France, vu ce qu'on vient de dire, un premier outil auquel on peut penser, c'est le besoin d'un suivi justement en termes d'indicateurs de qualité de l'emploi du travail. C'est-à-dire que pour pouvoir avancer, pour pouvoir négocier pour les syndicats, il faut déjà pouvoir évaluer où on en est. Est-ce qu'il y a des évolutions? Est-ce qu'il y a des améliorations? Est-ce qu'il y a des reculs? Et donc avoir un constat sur la base d'indicateurs, notamment, évidemment, ça se fait en complément de choses plus qualitatives, mais arriver à quantifier la qualité de l'emploi du travail, ça a un intérêt aussi pour les décideurs publics, pour les entreprises, pour les partenaires sociaux, etc. Donc une première solution, entre guillemets, en tout cas qu'on peut envisager, ça serait justement de calculer justement des indicateurs de qualité de l'emploi du travail. Alors pas seulement à un niveau national. Là, dans le premier tour de table, j'ai évoqué la situation de la France par rapport à d'autres pays européens. Donc ça, c'est des calculs qui sont faits de manière très agrégée, quoi. C'est la France en moyenne versus l'Allemagne en moyenne, l'Espagne en moyenne. Bon, on peut calculer des indicateurs de qualité de l'emploi du travail à des niveaux beaucoup plus fins, au niveau infranational. Donc ça peut être à des niveaux régionaux, territoriaux. On sait qu'il y a des disparités fortes selon les territoires en termes de qualité de l'emploi du travail, par secteur d'activité encore plus, par métier. Christine l'a évoqué, on a constaté en particulier pendant la pandémie de Covid-19 qu'il y avait une faible qualité de l'emploi du travail sur certains métiers qui sont pourtant et qui ont été révélés encore plus comme essentiels pendant la pandémie. Donc voilà, publier régulièrement des indicateurs de qualité de l'emploi du travail et leur évolution pour pointer les améliorations et les reculs, ça pourrait être une première piste. En termes d'opérationnalisation de cette proposition, il y a quand même beaucoup de travaux qui se sont posés la question de savoir quels indicateurs on peut utiliser, où est-ce qu'on peut les trouver, comment on peut les calculer, comment on peut les agréger pour avoir éventuellement un indicateur synthétique ou un indicateur par dimension, celle que je mentionnais au départ. Donc il y a quand même pas mal de travaux là-dessus. Et puis en France, on a aussi quand même pas mal de bases de données assez riches sur toutes ces dimensions, que ce soit des bases de données administratives, donc qui sont collectées auprès des ménages
sondage des entreprises, etc., de manière régulière, mais aussi des enquêtes, notamment sur le travail, l'emploi, qui contiennent pas mal d'indicateurs sur les dimensions que j'évoquais tout à l'heure. Donc voilà, on a de quoi faire, et quand les bases sont d'ailleurs suffisamment importantes, on pourrait aussi explorer à des niveaux plus fins les inégalités, on en parlait tout à l'heure, de genre en termes de qualité de l'emploi du travail, qui vont pas s'articuler forcément autour des mêmes dimensions, justement. Et puis donc du coup on peut imaginer, pour avoir un espèce d'outil qui permettrait d'observer les évolutions, d'avoir en gros un site dédié qui pourrait jouer un rôle en gros d'observatoire de la qualité de l'emploi et du travail en France, et où on pourrait publier régulièrement ces indicateurs à différents niveaux, donc pour documenter et outiller les acteurs qui travaillent autour de cette question, ou qui sont intéressés ou aux prises en fait avec cette question de la qualité de l'emploi et du travail, donc notamment les syndicats évidemment, mais aussi donc les entreprises, les services RH, etc. On peut aussi imaginer dans un certain nombre de cas, notamment pour des grosses entreprises ou pour des territoires, avoir des enquêtes plus ad hoc. Donc ça peut se faire aussi en lien avec des partenaires, des organisations, des institutions qui existent déjà sur ces questions-là, notamment l'ANACT, donc l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, ou les déclinaisons régionales qui s'appellent les ARACT, qui travaillent bien sûr sur ces questions. Donc voilà, donc j'estime que ça pourrait être un outil utile pour ces décideurs sur cette question, et c'est d'ailleurs des outils qui ont été mobilisés, enfin développés et calculés et mobilisés dans d'autres pays, notamment par exemple en Allemagne depuis le milieu des années 2000. Il y a une confédération de syndicats qui calcule des indicateurs de qualité de l'emploi justement à différents niveaux, et puis il y a aussi des outils plus grand public qui existent et qui pourraient être complémentaires, qui pourraient prendre la forme justement sur un tel site d'une espèce de bref questionnaire. Ça existe déjà notamment au Pays de Galles, par exemple, l'université de Cardiff a développé une telle initiative où, en répondant à une quinzaine de questions, donc ça s'appelle How good is my job, donc on peut avoir une idée un peu de où on se positionne. À terme, voilà, quand beaucoup de gens répondent, même si c'est pas représentatif comme une enquête, ça peut aussi donner des billes et des éléments de comparaison sur tel secteur, tel métier, pour avoir un peu un pilotage de ces indicateurs sur le long terme. Mathilde, donc Patricia. Oui, merci. Peut-être, je voudrais illustrer un petit peu mon propos sur des multiples leviers qui peuvent être actionnés pour améliorer la qualité de l'emploi du travail. Pour la CFDT, la plupart de ces leviers, parce que c'est notre ADN, j'ai envie de dire, ils passent par la négociation collective. Alors, je sais, vous êtes a priori un public assez jeune. Je ne sais pas si vous connaissez bien comment se passent les relations sociales en France et l'organisation de la protection du travail et de l'emploi en France. Alors certes, il y a le Code du travail où il y a des lois relatives à ces questions-là. Et puis, il y a toute une partie des règles, des normes, qui relèvent de la négociation collective, c'est-à-dire d'accords négociés entre les employeurs ou leurs représentants et les syndicats. Alors, à plein de niveaux, au niveau national, au niveau des secteurs, qu'on appelle les branches professionnelles, au niveau des entreprises, et même au niveau des territoires. Et mon propos sera peut-être plus d'illustrer à chaque niveau qu'est-ce qui est fait ou tente d'être fait sur ces questions-là en matière de qualité de l'emploi et du travail. Je le disais tout à l'heure dans ma première intervention, au niveau national, il y a une négociation sur l'emploi des seniors qui a lieu en ce moment même. Il y a une deuxième négociation qui a lieu en parallèle sur l'assurance chômage. Et on a tenté depuis quelques années, alors je ne dis pas que c'est vraiment réussi, mais on introduit quand même le thème, voilà, c'est la bataille. On a tenté de contrecarrer l'utilisation des contrats courts en mettant une cotisation dite bonus-malus sur l'utilisation abusive des contrats courts. Voilà des outils un tout petit peu techniques qui illustrent la façon par le dialogue social, comment on peut essayer de faire évoluer la qualité de l'emploi et du travail. Au niveau des branches professionnelles et des secteurs, qui est un niveau extrêmement important, vous connaissez peut-être
beaucoup moins. Vous avez peut-être entendu parler des conventions collectives quand vous travaillez notamment l'été dans tel ou tel secteur. Vous avez des spécificités et des règles, y compris des salaires de base par rapport à votre coefficient qui peuvent être différents d'un secteur à l'autre. Ces conventions collectives, elles sont négociées entre les patronats et le syndicat. En termes de qualité, et surtout, ce qui est très important, c'est que ces règles, elles s'appliquent à l'ensemble des entreprises du secteur, et notamment les petites entreprises, où souvent il n'y a pas présence de syndicats. Et à ce niveau-là, la plupart du temps, sont discutées des questions de classification, de salaire. Voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais par exemple, dans les classifications, qui vous permet de déterminer le coefficient de votre poste et le salaire qui va en face. L'important, c'est de définir les postes à partir du travail réel et de pouvoir, par exemple, introduire des critères autour qui reconnaissent la polyvalence ou l'expérience des salariés. C'est extrêmement important de reconnaître la pénibilité dans certains postes. Par exemple, on a des conventions collectives et des classifications qui intègrent ces éléments-là. Mais il va y avoir aussi beaucoup d'autres sujets qui pourraient être traités au niveau de la branche. On pourra y revenir si ça vous intéresse. Au niveau entreprise, pour le coup, on a des accords là très très en proximité, des accords qui aussi peuvent traiter des mêmes thèmes qu'on appelle en général qualité de vie au travail et conditions de travail. Ça va parler d'organisation du travail. Le télétravail en général est organisé par accord et pas décidé unilatéralement par l'employeur, et ça veut dire derrière qu'est-ce que pour le télétravail, combien de jours par semaine, est-ce qu'il y a de la compensation pour telle ou telle dépense intérieure, comment les personnes sont équipées et peuvent bénéficier d'un ordinateur portable, etc. Voilà, toutes ces questions-là sont négociées très régulièrement dans les entreprises. Je peux donner d'autres exemples autour de la rémunération. Certaines entreprises emploient beaucoup de saisonniers. Je suis en Auvergne-Rhône-Alpes, pardon. Ces questions-là peuvent être, pour fidéliser par exemple les saisonniers, elles vont offrir des primes de précarité, parce que le contrat saisonnier est un CDD qui, dans la loi, dans le Code du travail, n'offre pas la prime de précarité de 10%, que vous connaissez peut-être ou pas, parce que les jobs étudiants n'offrent pas non plus cette prime de précarité. Donc voilà, plein de petits plus qui peuvent être négociés et qui illustrent cette façon de traiter de la qualité de l'emploi et du travail. Dans les territoires, ça existe aussi, la négociation est beaucoup moins développée, mais encore une fois, je prends l'exemple des saisonniers, la question du logement. Quand vous êtes à la montagne, l'hiver, eh bien, le logement saisonnier, c'est une galère complète. Ce sont des éléments qu'on peut négocier, soit avec les employeurs directement, soit avec les représentants de l'État dans les territoires. Voilà, c'est pour illustrer que pour nous, en tout cas, un des leviers majeurs passe par la négociation à tous les niveaux. Je voudrais juste insister sur un dernier point que Mathilde a soulevé et qui est une réflexion que nous, côté CFDT, on débute de manière assez opérationnelle, avec la conviction que tout ce qui ne se mesure pas est la plupart du temps absent du débat. Donc, pour parler qualité de l'emploi et du travail, eh bien, c'est important d'avoir des indicateurs et de pouvoir mesurer les évolutions. Et notre enjeu, c'est de pouvoir justement trouver une batterie d'indicateurs qui permettrait d'améliorer les négociations, comme tu l'as soulevé, de conditionner éventuellement les exos de cotisation. Enfin, on pourrait s'en servir de manière multiple. En tout cas, il faut pouvoir le monter. Et juste pour terminer, cette opérationnalisation, elle est importante. Je vous parlais tout à l'heure de la pénibilité. On a essayé de mesurer
la pénibilité dans l'entreprise. C'était extrêmement compliqué, tellement compliqué que les employeurs ont réussi à faire éliminer un certain nombre de critères. C'est pas une partie, une partie qui est définitivement jouée, mais comme quoi les indicateurs sont indispensables. Sur une note peut-être un petit peu plus positive malgré tout, il a été mis en place par exemple un index sur l'égalité homme-femme dans les entreprises. C'est pas complètement satisfaisant, n'empêche que ça permet de poser le sujet et que aujourd'hui, même si tout n'est absolument pas réglé sur des questions d'égalité homme-femme dans les entreprises, beaucoup plus d'entreprises, grâce à cette obligation de calculer un index et de montrer son évolution, beaucoup d'entreprises aujourd'hui parlent du sujet et en discutent en négociation collective. Merci. Alors, juste avant de passer la parole à Michael et de passer aux politiques publiques, un tout petit point sur ces questions d'indicateurs, de suivi de qualité de l'emploi, etc. Pour prendre un exemple qui montre effectivement, je pense que c'est important de faire ça, de suivre des indicateurs dans le temps. Je vous ai parlé des travailleurs de la seconde ligne tout à l'heure et donc de leur situation qui avait été évaluée du coup sur des données qui dataient de juste avant la crise sanitaire. Et là, l'INSEE a fait un travail en reprenant donc la même catégorie, donc en regardant effectivement ces métiers de travailleurs et travailleuses de la seconde ligne et en regardant les évolutions de leur rémunération jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est extrêmement intéressant puisque ça montre du coup les dynamiques. Est-ce que les choses se sont améliorées ou pas pour eux alors qu'on en a effectivement beaucoup parlé au moment de la crise sanitaire. Et malheureusement, ce que montrent les indicateurs publiés par l'INSEE, c'est que la réponse est négative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'amélioration et qu'ils n'ont pas bénéficié de hausse de rémunération et n'ont même pas vraiment bénéficié non plus des primes qui leur étaient soi-disant destinées et qui avaient été mises en place juste après la crise sanitaire. Donc cet exemple, je pense, souligne le fait que c'est important d'avoir une continuité sur les questions. Voilà, on a parlé des travailleurs de la seconde ligne. C'est bien d'avoir continué à exploiter des données sur ces métiers-là. Et c'est particulièrement instructif du coup d'avoir suivi leur situation dans le temps. Donc c'est un exemple un peu réduit, mais on peut imaginer effectivement de faire ça pour beaucoup d'autres dimensions, enfin pour d'autres métiers, et puis plus largement effectivement au niveau des entreprises, etc. Je pense que c'est quelque chose qui enrichit beaucoup le débat. Alors je vais passer la parole à Michael pour revenir sur aussi donc, ces enjeux de politique publique. Il y a une question, j'ai vu d'ailleurs dans les questions qui nous ont été posées, sur les solutions, comment sortir du coup de cette logique de baisse du coût du travail en France, sachant que les entreprises donc, effectivement s'appuient très largement sur ces politiques. Comment est-ce qu'on peut en sortir? Donc voilà, Michael, je te passe ta parole sur cette question. Oui, je vais me permettre quand même de rebondir d'un point sur ce que tu viens de dire et ce que disaient Patricia Ferrand et Mathilde avant. C'est vraiment très important. On parle d'indicateurs, on pourrait se dire oui, ok, il y a plein d'indicateurs, etc. En fait, avant le travail qui a été mené, notamment par Christine Erel, par Mathilde Gargoat, depuis, ça fait plusieurs années, longtemps, et jusqu'à récemment, les politiques publiques, les collègues économistes, les entreprises ne croyaient pas qu'il y avait un problème de qualité de l'emploi en France par rapport à d'autres pays. C'était remis en cause perpétuellement. Et c'est un acquis en fait extrêmement récent de reconnaître que oui, il y a un problème. Voilà. Et c'est parce qu'il y a eu ces batteries d'enquête confrontées, internationales, etc., que c'est reconnu et qu'aujourd'hui la question se déplace et maintenant c'est comment on fait pour en sortir. Mais le simple fait qu'il y ait des problèmes, au moment de la réforme des retraites, il y a des ministres qui passaient à la télé en disant 64 ans, pas de problème, maintenant les gens ont des exosquelettes, il n'y a plus de souffrance au travail réel. Donc simplement mesurer pour faire reconnaître et faire exister, c'est déjà un enjeu et c'est déjà pas une victoire, mais c'est déjà un élément. Alors comment on fait pour en sortir? Je vous ai dit, une des raisons pour lesquelles on est enfermé dans ce travail de mauvaise qualité, c'est qu'on a une stratégie de job pas cher, d'emploi pas cher, et que ces emplois pas chers, c'est souvent des emplois de mauvaise qualité. Donc la première chose qu'on pourrait faire, c'est une stratégie qu'on a poussée à son maximum, c'est de l'arrêter, voire de commencer à faire demi-tour. Et il y a un petit espoir de ce côté-là. Vous savez qu'en ce moment, on discute le budget de la France pour l'an prochain. C'est un budget d'austérité. Il va y avoir des coupes dans la protection sociale, dans les services publics, etc. Mais pour les questions qui nous intéressent, il y a un petit espoir. C'est que pour faire des économies, le gouvernement envisage de remettre en cause un tout petit peu
les exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires, c'est-à-dire de diminuer un tout petit peu la subvention pour les emplois les moins chers. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est 630 € pour un emploi au SMIC de subvention qui est versé à l'employeur. La proposition du gouvernement, en gros, c'est de passer à 595. Donc, c'est un petit demi-tour, mais pour nous, c'est historique parce que ça date depuis 1994, cette accumulation d'exonération. Bon, je dis c'est un petit espoir parce que les entreprises crient, parfois avant d'avoir mal, et c'est 35 € en moins de subvention. On a des tribunes d'économistes d'entreprises, etc., en disant « Non, vous ne vous rendez pas compte, le chômage va exploser, etc. » Mais donc, il y a peut-être un espoir que cette stratégie économique de la France, eh ben, on l'arrête. En tout cas, on arrête d'aggraver les choses, voire on fasse un demi-tour. Mais maintenant, arrêter une stratégie, ça ne veut pas dire encore en avoir une autre. Alors, quelle pourrait être l'autre stratégie ? Avec des collègues, Clément Carbonnier, Bruno Palier, il y a quelques années, on s'était dit, bah, plutôt que de simplement dire on va subventionner le travail pas cher, on pourrait reprendre une partie des moyens de l'État pour subventionner ou créer directement des emplois dont l'État le contrôle dans des endroits où il y en a besoin, dans des secteurs où il y a des besoins. Alors nous, on avait ciblé la petite enfance, donc la garde d'enfants ou le secteur de la dépendance, mais avec l'idée qu'on allait non seulement subventionner ou créer ces emplois, que le marché ne créait pas forcément, mais qu'en plus, parce que l'État a le contrôle des moyens qu'il met, on allait mettre directement des règles de qualité de l'emploi. Alors à l'époque, on avait proposé l'accès à une complémentaire santé, à l'époque ça n'était pas obligatoire, mais aussi une formation obligatoire, être payé au-dessus du SMIC, c'est-à-dire on avait mis un 13e mois, et des possibilités de carrière. Et donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les entreprises, entre les salariés et les employeurs, mais l'État, c'est un énorme employeur, il emploie 1/5 de la main-d'œuvre, il distribue énormément d'argent, et ces deux éléments-là, être employeur et distribuer de l'argent, c'est un levier pour encadrer, voire avoir une stratégie qu'on pourrait appeler de montée en qualité, c'est-à-dire subventionner des emplois qui sont sans doute plus chers, mais pour lesquels d'abord on va utiliser toutes les compétences des salariés plutôt que de les encourager à ne pas les utiliser, et pour lesquels aussi on va encourager les entreprises à investir dans leurs salariés sur le long terme, et pas uniquement on emploie quelqu'un de pas cher, puis quand il est épuisé, on prend quelqu'un d'autre si on trouve. Merci. Jérôme, tu as la parole. Oui. Merci. Moi, je vais rester concentré sur la question du management, en fait, puisqu'on a vu qu'on avait un problème de culture de management. Alors, culture, c'est un peu flou, mais en France. Et peut-être que le premier levier auquel on pense, c'est la formation, en fait. Et là, l'enjeu, je dirais, il est aussi bien organisationnel que pédagogique. Organisationnel, parce que c'est vrai qu'on a un système de formation des élites en France, ça a été beaucoup dit et depuis longtemps, où on a un système assez segmenté, notamment avec les grandes écoles, etc. Et on forme des élites qui sont un peu détachés du reste et qui ont ensuite une vision assez, justement, ce sont les sachants qui imposent un peu leur vision à d'autres qui sont conçus un peu comme des exécutants. Donc il y a cet aspect-là, mais il y a un aspect aussi pédagogique plus fondamental encore, hein, et qui remonte plus loin c'est pas au niveau des grandes écoles, mais plus loin plus avant dans le système de formation. C'est le fait que l'on n'apprend pas, dans le mode de formation que l'on a, on n'apprend pas assez en France à faire de l'horizontal plutôt que du vertical. L'éducation est très verticale, hein, très magistrale, et on fait peu travailler, beaucoup moins que dans d'autres pays, les élèves entre eux. Et pour ça, on a encore une fois un indicateur, celui de l'OCDE. L'OCDE, elle mène des grandes études qui s'appellent les études PISA auprès des élèves de 3e tous les 6-7 ans. Et elle mesure leurs compétences en lecture, en maths, en sciences. Mais il y a un autre indicateur que l'on cite beaucoup moins, qui est celui-là, que l'OCDE appelle la résolution collaborative de problèmes. C'est-à-dire dans quelle mesure les élèves sont capables de collaborer pour résoudre ensemble des problèmes. Et en fait, là, l'indicateur de la France, le score de la France, il est encore plus bas que pour les autres scores, en fait. Bon, alors au niveau sur le terrain des entreprises, je crois qu'il y a quand même une prise de conscience des entreprises de ce problème de culture managériale. Nous, on l'a vu dans l'aéronautique, hein, notamment les jeunes managers se posaient peut-être plus de questions que les anciens. Et donc, il y a des choses qui sont mises en place. Et notamment, dans l'aéronautique, c'était la distinction entre des filières de promotion, entre les filières d'experts et les filières de managers. De dire, la seule façon de grimper en promotion dans l'aéronautique,
l'aéronautique, c'était de devenir manager au bout d'un moment. Mais il y a des gens qui sont très bons d'un point de vue technique dans leur métier, mais qui ne sont pas forcément des bons managers. Bon. Et ça ne s'improvise pas d'être un manager, il faut aussi les former. Et donc, ils ont créé 2 filières. Une filière pour les experts, donc ils peuvent avoir des promotions, etc., en termes de salaire, etc., et de reconnaissance, mais sans avoir des fonctions forcément managériales, et en formant vraiment des vrais managers à vraiment des fonctions de manager. Une autre chose aussi qui est faite, et pas seulement dans l'aéronautique, c'est de remettre un peu des encadrants sur le terrain, dans les ateliers, pour les opérateurs. Parce que les opérateurs nous disaient, oui, mais nous, les managers, on ne les voit plus, ils sont dans leur bureau à vérifier leurs indicateurs, etc. Donc on met des team leaders, qu'on appelle souvent des team leaders, donc qui n'ont pas tant un pouvoir hiérarchique, vertical, que plutôt des animateurs, etc., et des relais avec les niveaux les plus élevés. Mais là, parfois, ils sont un peu coincés aussi, parce que au niveau plus élevé, on reste dans des approches un peu très verticales, technocratiques, et donc ils sont un peu coincés. C'est pas toujours facile d'être team leader. Voilà. Et puis, il y a aussi des instances de concertation, de consultation qui peuvent être développées, de savoir se concerter au plus près du travail des individus. Alors, faire des préconisations, c'est pas seulement essayer de trouver ce qui marche, mais c'est aussi de repérer ce qui ne marche pas ou ce qui risque de ne pas marcher. Et là, je dirais que c'est aussi important. On voit par exemple des fausses bonnes solutions. On dit, bah oui, tiens, on va faire du bottom-up, c'est-à-dire au lieu de faire du vertical descendant, on va faire du vertical remontant pour écouter ce qu'on nous dit les salariés. Et par exemple, les boîtes à idées, alors c'est un vieux mécanisme qui existe depuis très longtemps, mais dans certaines entreprises, on a vu que ces boîtes à idées, elles sont utilisées de façon très bureaucratique, technocratique, c'est-à-dire on oblige les opérateurs à les utiliser et on lie leur prime de fin d'année au nombre d'idées qu'ils auront déposées dans la boîte à idées. Donc ils disent, nous, même quand on n'a pas d'idées, on remplit quand même la boîte à idées, et puis de toute façon ça monte, et puis comme on n'a jamais de nouvelles, ça redescend jamais, donc voilà. Donc c'est absurde. Et en Suède, dans une entreprise qu'on a vue, ils avaient complètement supprimé les boîtes à idées. Et puis autre chose aussi, c'est qu'on a vu dans certaines entreprises, on se dit, voilà, ça va pas, ok, notre management, ça va pas du tout, on va faire la révolution, on va tout casser. Donc on a fait comme ça dans l'aéronautique, dans une entreprise, ils ont dit, il y a un manager qui était justement très vertical, il a dit, pendant l'été, il avait lu des ouvrages sur l'entreprise libérée, il est revenu comme s'il avait il avait rencontré Jésus pendant les vacances, il a dit, on va tout casser, je vous donne les clés du camion, c'est vous qui êtes les patrons, les ouvriers, etc. Bon, évidemment, quand vous faites ça, vous tombez dans l'extrême inverse, c'est-à-dire, les ouvriers devaient élire leur manager de premier niveau, ils devraient fonctionner en équipe autonome, etc. Si vous basculez complètement dans l'inverse, vous perdez les gens, ils n'ont plus les repères, etc. Ils ont besoin quand même d'autorité. Donc l'enjeu, c'est pas de supprimer complètement l'autorité, mais c'est de faire une bonne autorité, en fait. Et donc on voit là aussi que ça marche pas, ça risque de pas trop marcher non plus quand vous basculez dans l'extrême inverse, quoi. Merci Jérôme. Alors donc Sylvain Martinet, pour terminer ce tour de table, pour savoir comment on fait effectivement chez Apicil pour que ça marche. C'est comment on fait. En tout cas, effectivement, ce que je vais raconter, c'est comment on traite la question chez Apicil. Je n'ai aucune leçon à donner, mais je vais revenir peut-être sur 2 choses très concrètes. On a parlé d'indicateurs. Je veux dire, au sein des ressources humaines, enfin pas que les ressources humaines, d'ailleurs, mais en tout cas pour parler de ce que je fais, on a plein d'indicateurs. D'ailleurs, on en distribue aux partenaires sociaux, on les analyse aussi, il y a des bilans sociaux. Et au travers de ces indicateurs, on a des signaux faibles. Je reviens sur celui qui est quand même le plus simple d'entre tous, c'est le taux d'absentéisme. En plus, nous, au groupe Apicil, on édite au travers de notre métier un baromètre annuel sur ces questions. Donc on a même un regard sur nos clients et l'évolution de ces taux d'absentéisme. Et on sait que la tendance, c'est à la fois on va dire plutôt une aggravation des taux d'absentéisme, plutôt d'absences courtes, mais aussi des absences de longue durée. Donc on sent quand même qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des entreprises sur cette question. Et nous, on fait les mêmes exercices, on regarde, et ils sont divers et variés en fonction des périmètres dans notre entreprise. Donc tout ça pour dire que les indicateurs, pour moi, ils existent, et je pense que déjà, comment les exploiter et essayer de traiter cette question, c'est un premier point. L'autre point, je voulais revenir pour parler des leviers, parce que j'ai expliqué que pour moi, c'était un levier d'attractivité, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, proposer quelque part, je fais du jargon, on appelle ça la proposition de valeur collaborateur, c'est-à-dire faire une proposition d'un emploi, c'est une façon d'être différenciant et de se différencier de nos concurrents. Ce qui est très difficile, c'est d'être... alors, il faut être sur toutes les dimensions. Alors, on n'a pas forcément exactement les mêmes grilles, mais on fait une analyse aussi sur un certain nombre d'éléments qui ont été dits, c'est-à-dire rémunération, sens au travail, management, j'ai entendu, qu'est-ce qu'on fait aussi de la pénibilité, etc. Et en tout cas, nous, notre approche, c'est de dire qu'il faut qu'on soit
aussi bon que tout le monde sur tous les sujets, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait un impact négatif là-dessus, parce qu'il ne faut pas que ça fasse le contraire de ce qu'on fait. Donc on veille à avoir une politique qui est globale, mais on ne peut pas être bon de partout. Et surtout, on se dit qu'il faut qu'on soit bon dans certains secteurs très forts pour faire la différence. Et pour faire ce choix, je vais vous expliquer, et ça va revenir à mon premier propos tout à l'heure, qui est de dire c'est très important de toujours associer la question du social avec la question de la performance de l'entreprise, le business, sa mission. C'est qu'on essaye de raconter une histoire et on essaye de dire pourquoi il faut qu'on soit bon dans tel domaine. Par exemple, et ça peut être inhérent à ce que nous sommes. Nous, ce qu'on propose chez Apicil, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire et on travaille du coup une politique qui va dans ce sens-là, notre proposition de valeur, c'est de dire on veut que les collaborateurs qui viennent travailler chez nous viennent trouver du sens au travail. Apicil, de par sa raison d'être, de par ce que nous sommes, voilà, économie sociale et solidaire, je pense qu'on peut aujourd'hui apporter une réponse à des aspirations de certains salariés qui ne trouvent pas de sens dans certaines autres industries ou entreprises, etc. On travaille aussi beaucoup sur les questions de management, c'est une deuxième dimension, c'est-à-dire qu'on a cette volonté de faire en sorte que l'environnement de travail qui est produit d'une certaine façon par le management, qu'on ait une haute qualité de management et donc un environnement de travail qui soit le plus adéquat. Et le troisième point, c'est aussi un des sujets qui a été cité, c'est celui de l'autonomie et la responsabilité. On fait un gros travail sur cette question-là, c'est-à-dire qu'on prétend, et vraiment, je peux pas dire qu'on en fait la preuve sur tous les pans, parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre culturel. J'ai entendu vos propos, on ne peut pas décréter du jour au lendemain qu'on change une culture d'entreprise et qu'on change une culture de management, etc. Néanmoins, on fait un gros travail depuis plusieurs années sur ces questions. Et donc, on fait en sorte que cette dimension autonomie et responsabilité soit quelque chose qui soit reconnu et qui soit à part. Et quand vous venez travailler chez Apicil, vous allez avoir un poste en autonomie et responsabilité. Alors, je termine en disant comment vous faites, parce qu'en fait, c'est ça le point. Donc, je pense que ça va dans le sens de ce qui a été évoqué jusqu'à présent. La dernière initiative qu'on a prise, c'est déjà qu'on s'est dit, autonomie et responsabilité, à quoi ça sert ? Certes, c'est ce qu'on parle depuis tout à l'heure, ça permet de créer des marges de manœuvre, d'avoir un emploi où quand je travaille, je sais la contribution que j'apporte à mon travail et donc à la performance de l'entreprise, donc je sais pourquoi je viens au travail, j'ai envie, etc. Donc ça crée évidemment pour le collaborateur quelque chose qui est une composante de ce que peut être la qualité d'un travail. Ça donne du sens, ça donne des marges de manœuvre, etc. Mais on rappelle aussi, parce que quand on est dans une entreprise, il faut aussi convaincre que ce qu'on fait pour le social, on le fait pour le business. Donc j'insiste là-dessus parce que même à l'échelle de l'entreprise, il faut toujours ramener, quand on est dans les ressources humaines, à expliquer pourquoi on fait ça. Et pourquoi on développe l'autonomie et la responsabilité ? Parce qu'on pense que c'est bon pour nos clients. On pense qu'un collaborateur qui est face à un client, moins il est enfermé dans des procédures, surtout quand les procédures sont bêtes et méchantes, plus il a de l'autonomie des marges de manœuvre, plus il est dans la capacité d'apporter une satisfaction au client. Donc l'histoire qu'on raconte, déjà, c'est ça. Et après, je n'ai pas tout le temps de vous expliquer, mais en gros, on a lancé un grand processus de travail avec les équipes qui nous a permis d'imaginer un rituel d'équipe. Donc là, ce qui était important dans cette affaire, c'est qu'on a voulu placer de la discussion sur le travail dans les équipes, autour du travail, et comment les équipes pouvaient, donc chaque à fréquence régulière, se réunissent pour discuter comment on peut, quelque part, libérer des marges de manœuvre. Et derrière ça, la question, c'est aussi satisfaire le client. Donc la question je pense, de la discussion du travail, parce qu'on a beaucoup parlé on a dit la pénibilité, par exemple, c'est difficile à évaluer, il y a des choses, le travail, on le fait tous les jours, et il y a des choses qui sont invisibles. C'est vrai qu'on ne parle pas tellement de ça dans l'entreprise, à part avec les partenaires sociaux, évidemment, qu'on a des discussions, mais en interne, c'est rare que des managers discutent avec leurs collaborateurs sur ça va ce matin, est-ce que ton travail n'est pas trop pénible, ou comment on pourrait faire mieux pour ton travail, etc. Nous, on pense qu'il faut réintroduire cette discussion, et encore une fois, je le dis au risque de me répéter, parce qu'on pense que c'est bon pour notre performance et aussi pour nos clients. Si, alors pour aller dans le même sens, juste pour souligner que effectivement, y compris dans la littérature plus académique sur ces questions de qualité du travail, il y a des choses qui montrent qu'il y a un lien positif entre effectivement certains aspects de la qualité de l'emploi et des performances des entreprises, alors la productivité, l'innovation, etc. Donc bon, voilà, c'est des choses aussi qu'on peut montrer à un niveau plus large, y compris sur la base de données qu'on peut utiliser en tant qu'économiste. Donc je suis aussi convaincue que c'est un enjeu très important sur ces questions. Alors, on va passer un temps maintenant à partir de vos questions. Donc, je vais essayer de résumer un petit peu les points principaux qui sont ressortis effectivement dans les questions. Puis, on va faire un
dernier tour de table en fonction de qui souhaite intervenir sur ces sujets. Alors on a des questions qui reviennent sur les questions d'exonération de cotisation pour en gros se poser la question de savoir si, alors je cite, avec les 35 heures et un SMIC relativement élevé, est-ce qu'il n'y avait pas réellement un risque de montée du chômage, donc en l'absence de ces politiques. Donc voilà, revenir un petit peu du coup sur la discussion et le débat autour de ces politiques d'exonération de charges. On a des sujets sur aussi, des questions sur les négociations collectives et sur le fait de savoir si le climat des négociations s'est amélioré ou détérioré en France. Donc je pense, Patricia, tu pourrais peut-être donner quelques éléments là-dessus. Une question ou davantage pour Jérôme sur le lean technocratique, donc quelqu'un qui demande des éclaircissements, un peu plus de détails sur ce que c'est que le lean technocratique et ses caractéristiques. Et puis des questions un peu plus générales sur, là aussi peut-être au niveau des entreprises, sur le fait de la prise en compte d'un ensemble de coûts qui sont induits par la mauvaise qualité du travail. C'est l'idée par exemple que les burn-out, c'est quelque chose qui n'est pas directement, qui est à la charge de l'assurance maladie, mais qui n'est pas répercuté directement sur les entreprises. Donc avec l'idée, voilà, comment on fait pour finalement faire, entre guillemets, payer les entreprises pour des éléments dont elles seraient responsables en matière de qualité de l'emploi et du travail. Et puis, une question sur la semaine de 32 heures. Est-ce que c'est une manière ou non d'améliorer la qualité de l'emploi et du travail ? Et enfin, je prends une dernière question qui est assez générale, mais vu qu'on a un public jeune dans la salle, comment la jeunesse peut-elle changer et faire évoluer la qualité de l'emploi et du travail ? Voilà, donc je vais laisser mes intervenants répondre au choix, donc à ces questions. Enfin, il y en a certaines qui sont un petit peu ciblées, peut-être commencer par les questions un peu ciblées, et puis vous pouvez aussi ajouter d'autres éléments sur les questions plus générales. Donc, Patricia ou Jérôme peut-être pour commencer sur puisqu'il y avait des questions un peu précises sur le dialogue social et puis sur le lean. Alors, sur la question du dialogue social, ça vient, j'ai envie de dire. Alors, je crois qu'il faut... je pense qu'il y a une volonté partagée de ceux qu'on appelle les partenaires sociaux, c'est-à-dire organisations syndicales et organisations patronales. Il y a une volonté partagée de faire avancer les choses par le dialogue. Selon les thématiques, selon la conjoncture, c'est plus ou moins facile. Je vais caricaturer de cette façon. En gros, quand le patronat a un gouvernement avec qui il a un petit peu plus de facilité de compréhension, il est parfois moins enclin au dialogue. Mais encore une fois, moi je pense qu'il ne faut pas résumer tout le dialogue social à ce qui se passe au niveau national, bien au contraire. Bien au contraire, la plupart des accords négociés se passent dans les entreprises. Et dans les entreprises, ce qu'on peut, le climat qu'on pourrait pressentir au niveau national est complètement différent dans les entreprises. Il y a beaucoup plus de négociations. Elles ont fortement augmenté d'ailleurs en période de crise. Au moment du Covid, par exemple, il fallait tous se serrer les coudes et il fallait tous pouvoir discuter ensemble de solutions pour passer la crise, par exemple. Donc voilà. Je dirais que la négociation collective, on peut toujours l'approfondir, on peut toujours faire mieux, on pourrait toujours être un peu plus d'accord parfois entre syndicats, mais elle avance, je dirais, et elle est porteuse de solutions. Juste, on est resté cette année au niveau national sur un échec d'une grosse négociation multithème qui devait parler d'emploi des seniors, de reconversion, de compte épargne-temps universel, etc., etc. On a échoué en avril. C'était pas le moment. On reprend ces jours-ci. Donc,
Véritablement, je pense qu'il y a, une vraie, il y a un vrai partage de pouvoir avancer socialement de cette façon-là, des deux côtés de la table. Voilà. Oui, en deux mots, le lean technocratique. Alors, le lean, c'est des formes d'organisation du travail, de rationalisation du travail, qui, avec beaucoup de procédures, avec beaucoup de slogans aussi, hein, le fameux slogan notamment, les 5 0, zéro stock, zéro délai, zéro gaspillage, zéro, je ne sais plus quoi, enfin bref. Et du coup, l'aspect technocratique, c'est quoi? La technocratie, c'est le gouvernement par la technique, ou c'est le fait d'avoir une vision très technique, en fait, de l'organisation du travail et du management. Et en deux mots, par exemple, en France, hein, le lean dans l'aéronautique, si je reprends cet exemple-là, ça a été vraiment une application de recettes toutes faites. D'ailleurs, on a fait venir des ingénieurs de l'automobile et on a imposé ça, voilà, sans réfléchir à l'aspect humain ou de façon pragmatique à l'application, voilà. Et parmi, par exemple, pour prendre un exemple un peu caricatural, un cas de nous raconter, de dire, bah oui, dans le lean, il y a l'idée qu'il faut que votre poste de travail soit bien organisé, soit bien rangé, soit propre pour que vous soyez efficace, etc. Et donc il dit, bah, nous, les cadres, on a été envoyés dans des stages pour nous apprendre à ranger notre bureau, ou mettre la gomme, ou mettre les crayons, etc. Enfin bon, et il disait, mais c'est quand même, enfin, débile, parce qu'on prenait au pied de la lettre, en fait, un ensemble de recettes, etc. Bon, et on les imposait comme ça, de façon très verticale, etc. Et voilà. Et du coup, on voit que le lean, en fait, il peut être appliqué de façon différente. Et je prendrai des mêmes instruments. Hein. Ils nous racontaient eux-mêmes en France que une des bases du lean, par exemple, c'est de faire pratiquement chaque matin, des réunions d'information dans les ateliers avec les opérateurs. Bon, il nous disait, mais et vous avez un système de signalement comme des feux rouges, hein, au vert, orange, jaune. Bon, et donc ça aussi c'est une recette du lean. Et il disait, on a vu que aux Pays-Bas, par exemple, et en France, il y a un cadre qui avait été aux Pays-Bas, il disait ça fonctionne de façon tout à fait différente. Aux Pays-Bas, c'est vraiment des réunions de concertation et les opérateurs utilisent le vert, orange, rouge pour quand il y a de signaler des problèmes organisationnels, etc., pour faire remonter de l'information et pour dire, voilà, il faut discuter un peu de ce qui se passe. Or, en France, les mêmes réunions étaient utilisées pour diffuser du haut vers le bas des informations. Donc, il n'y avait pas beaucoup de concertation. Et rouge, orange, vert, c'était juste utilisé parce qu'il y avait certains indicateurs qui étaient au rouge, notamment il y a de l'absentéisme ou un problème de qualité, etc. Voilà, bon. Et donc c'était utilisé vraiment pour appliquer la gestion par indicateur dont je parlais. Donc, deux utilisations très différentes de même outil, en fait, qui est un des outils du lean, par exemple. La question est intéressante parce que la question de quand même, en France, le travail est cher, il fallait bien faire quelque chose, les 35 heures, c'est un peu une religion nationale. C'est-à-dire que 35 heures, c'était il y a plus de 25 ans. Au moment des 35 heures, on a fait tellement d'exonérations qu'on a passé les salariés de 39 heures à 35 heures pour exactement le même prix pour les employeurs. On peut discuter de la stratégie, mais ça, c'était il y a 25 ans et il y a 50 milliards d'exonérations. En gros, elles ont doublé depuis cette époque-là. Et depuis, on n'est pas passé à 32 heures. Donc c'est le débat du tout début du chemin, là où le débat d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on arrête d'avancer, voire on fait un petit demi-tour. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est plus fondamentalement, il y a une question de stratégie de politique économique. Moi, je ne pense pas que ce soit sur le chômage, la production ou la qualité de l'emploi, il faille faire les exonérations ou ne rien faire. La question, c'est est-ce que les exonérations et que les exonérations et beaucoup d'exonérations, c'est la bonne stratégie ou est-ce qu'il n'y en a pas une autre? Et les exonérations, c'est une stratégie, donc la baisse du coût du travail sur les bas salaires, qui fondamentalement se dit, il y a des gens qui le disent tel quel, en fait, les salariés ne sont pas très bons, ils produisent à peine de quoi les payer eux-mêmes. Pour pouvoir les embaucher, il va falloir les payer moins cher. Donc c'est une stratégie où il y a des gens qui vont être très bons, très productifs, qu'on va payer très cher, et une grande masse de gens qu'il faut s'organiser pour payer pas cher, pour pouvoir les embaucher. À tel point qu'en 2020, du fait des exonérations, on payait moins cher les salariés au salaire minimum que 10 ans avant. Parce qu'on avait rajouté encore une couche d'exonération. Mais il y a une autre stratégie de politique économique qui est envisageable. Je ne dis pas qu'elle est facile et que ça marche à tous les coups, mais c'est de se demander qu'est-ce qu'on va produire,
comment on va se former et comment on va créer davantage de valeur pour pouvoir se payer et travailler dans de bonnes conditions. Et dans quel secteur on va travailler, par exemple? Quel type de service ou de biens on va développer pour avoir des emplois acceptables? Donc ce n'est pas forcément une pente facile, mais la conviction est quand même assez largement partagée que l'autre stratégie, on a été très très loin, qu'elle coûte très cher et que, notamment en termes de qualité de l'emploi, les résultats ne sont pas là, quoi. Repasser la parole à Sylvain Martinez, si vous voulez intervenir du coup sur les questions qu'on vient d'évoquer ou les autres qui ont été posées sur la jeunesse, sur les 32 heures. Sur les 32 heures, moi, ce que ça m'évoque, alors c'est pas forcément avec l'expérience d'Apicil, mais il y a des entreprises aujourd'hui qui se démarquent en parlant qu'elles ont des grandes réussites avec la semaine de 4 jours. Il y en a une lyonnaise notamment qui est très connue. Et en tout cas, le dirigeant prend la parole là-dessus et explique à quel point c'est pas antinomique entre réduire le travail et avoir de la performance. Au contraire, quand on l'écoute, il considère que ça redonne du souffle dans des semaines, encore une fois, avec un travail qui s'est intensifié, etc. Ça redonne un temps, aussi un équilibre entre les temps de vie. Et c'est vrai que c'est un peu à contre-courant, puisqu'on nous explique aujourd'hui que les Français ne travaillent pas assez et qu'au contraire, il faudrait revenir à augmenter le temps du travail. Donc, tout ça pour dire, moi, je n'ai pas de témoignage pour Apicil là-dessus, mais ce qui est certain, c'est que, en tout cas, la question des temps de vie est importante. Et puis, pour les jeunes, cette question, elle n'est pas simple. Moi, de manière très concrète, je vais vous le dire en tant que recruteur, quelque part, parce que dans mes équipes, on recrute. Collectivement, hein, la jeunesse, vous influencez quand même la façon dont on recrute, parce que on va dire justement, je parlais de sens au travail, quand on essaye d'attirer du coup justement de nouveaux talents, comme on les appelle, c'est sûr qu'on sait que ça fait partie. Quand on vous écoute, en tout cas, quand on fait des sondages ou qu'on va à votre rencontre, que c'est des choses auxquelles il y a une attention particulière. Alors, je ne sais pas si c'est générationnel ou si c'est à l'époque, parce que moi, je crois que c'est surtout aujourd'hui, tout le monde est un peu en quête de ça. C'est-à-dire que les gens n'ont plus envie de travailler pour travailler, mais c'est un peu aussi, ça devient un moyen, c'est pas une fin en soi. Donc, ce qui est sûr, c'est que les générations qui arrivent aujourd'hui bousculent un peu les codes du travail. Donc, soyez-en sûrs. Je ne sais pas si individuellement vous pouvez forcément faire quelque chose, mais collectivement, c'est sûr. Après, si parmi vous, parce que j'ai entendu une intervention sur ce qu'on enseigne aujourd'hui, ce qu'on enseignait notamment dans des écoles de management qui sont prédestinées quand même à former effectivement l'élite française, mais qui deviennent au bout du compte des dirigeants dans ces entreprises, c'est sûr que les personnes qui sont là, qui demain vont prendre la tête de certaines entreprises, là, vous allez avoir des leviers pour agir. Et on peut espérer que vous mettrez dans vos politiques cet enjeu de la qualité de l'emploi comme étant quelque chose d'important et encore une fois qui permettra de servir la performance de l'entreprise d'une manière générale, mais aussi de la compétitivité des entreprises françaises plus largement. Ok, alors Mathilde, je rajoute juste 2 questions qui sont arrivées depuis ma précédente synthèse, qui sont des questions assez générales. Quelles mesures le gouvernement français pourrait-il mettre en place pour garantir des conditions de travail plus justes et améliorer le bien-être des employés dans le secteur privé? Et puis une autre question qui est à quelle échelle peut-on faire évoluer la qualité du travail? Donc on revient en fait à des questions un peu générales qui étaient celles du 2e tour de table, mais sur lesquelles on peut apporter peut-être quelques éclairages complémentaires. Donc Mathilde, je te passe la parole. Alors c'est un peu à brûle pour point. Je suis ravie de prendre la fin des questions. Non, plus sérieusement, sur l'amélioration des conditions de travail, on peut quand même... il y a plein de choses qu'on a déjà mentionnées, mais je repense à ce que disait Mickaël sur comment on infléchit des politiques qui sont là depuis longtemps. Il y a des choses sur lesquelles, alors c'est probablement pas pour les mois ou les années à venir, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui ont quand même été supprimées, notamment les CHSCT qui ont été supprimées, donc des instances au sein des entreprises qui pouvaient permettre de discuter et de négocier des conditions, de préparer les négociations sur les conditions de travail. C'est des instances qui ont été supprimées. Il y a une espèce de remplaçants, mais qui sont présentes dans beaucoup moins d'endroits. Donc il y a des choses qui ont aussi potentiellement dégradé les discussions sur les conditions de travail. Donc il y a sûrement des choses à remettre en place. Alors peut-être pas exactement sous cette forme-là, mais en tout cas, avoir des espaces de discussion autour des conditions de travail en particulier, c'est des espaces à recréer et ils ont été récemment supprimés. Sur la question de l'équilibre aussi des temps sociaux, parce que ça a été évoqué. Alors, sur la semaine, juste sur la semaine des 32 heures, j'ai l'impression que ce qu'on entend quand même aussi maintenant, au-delà de la semaine des 32 heures, c'est l'idée que
dans les aspirations chez les jeunes, mais en général, c'est pas forcément la question de vouloir à tout prix travailler moins d'heures, mais c'est de pouvoir avoir un travail justement qui a du sens. Et sur la question de comment on régule le temps de travail, il y a la question de comment on le régule à un moment donné et quelle est la durée légale, disons, du temps de travail. Mais il y a aussi une question qui, moi, me semble beaucoup plus fondamentale, c'est comment on le répartit. Alors évidemment entre les personnes, entre ceux qui en ont pas et ceux qui en ont un. Donc ça revient évidemment à la question de la durée du travail, mais aussi pour une même personne tout au long de sa vie, puisqu'en fait ce qu'on voit notamment quand on s'intéresse justement à l'articulation entre vie pro, vie perso, c'est qu'il y a des moments dans sa vie où on peut travailler sans problème, ou en tout cas, ou même avec plaisir 40 ou 45 heures, et puis il y a des moments dans sa vie où travailler 20 ou 25 heures, ça semble largement suffisant. Donc je pense, et c'est en particulier le cas, malheureusement ça concerne essentiellement les femmes pour l'instant, mais en lien avec les activités domestiques et parentales qui sont encore prises en charge par les femmes en grande majorité. C'est aussi le cas avec l'arrivée et le vieillissement de la population, de la prise en charge de parents dépendants. Et donc la question de savoir comment on peut réguler la quantité de temps travaillé en fait tout au long de la vie pour pouvoir parfois s'occuper de quelqu'un d'autre, pour pouvoir parfois se former. Alors ça semble un peu utopique de se dire comment on pourrait faire varier cette durée du travail tout au long de la vie, mais finalement on a quand même des systèmes de gestion de ce type qui existent déjà. Le système des retraites, c'est quand même un peu ça, c'est-à-dire qu'on travaille pendant 40 et quelques années, et puis après on travaille plus et on est quand même payé pour. Donc la question de savoir comment on pourrait moduler de manière plus fine tout au long de la vie le temps de travailler, c'est pas complètement utopique, quoi. Je veux dire, on a quand même des systèmes qui fonctionnent de ce type-là. Donc finalement la question des comptes, alors du compte personnel d'activité qui comprend le compte pénibilité, c'est pas des choses qui fonctionnent, et des comptes de formation, c'est pas des choses qui fonctionnent parfaitement, mais voilà, c'est quand même un espoir qu'on peut avoir, et c'est des questions qui existent depuis longtemps. Enfin, les questions des droits de tirage sociaux, etc., des choses qui ont été évoquées déjà dans les années 90. Ça peut rester une voie pour mieux répartir le temps de travail et le temps hors travail tout au long de la vie, et ça serait probablement un vecteur aussi d'amélioration de l'égalité femmes-hommes. Merci Mathilde, et merci à toutes et tous. Alors, à moins que quelqu'un veuille ajouter un dernier mot sur les questions qui nous ont intéressés ici, je pense qu'on va s'arrêter là, et en vous remerciant donc pour votre participation à cette table ronde.